Moussouka Entrepreneuriat spécial pour parler de changement climatique. Changement climatique qui est une réalité dans le monde et particulièrement au Burkina Faso. Canicule, rareté des pluies, déforestation, les effets sont présents dans nos quotidiens. Soucieuses, les nouvelles autorités du pays ont adopté une nouvelle stratégie dénommée Nouvelle Vision 2050 de développement à faible émission de carbone et résilient au climat. Le principal défi pour la vision 2050 de développement à faible émission de carbone et résilient au climat est de placer le Burkina Faso sur une trajectoire de développement socio-économique inclusive et durable, sobre en carbone et résilient au climat. Le concept semble beaucoup plus technique. C'est pourquoi nous avons avec nous ce soir dans cette émission Moussouka Entrepreneuriat spécial Mominata Compaoré. Elle est du ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement, plus précisément au SPCNDD, le conseil permanent le secrétariat permanent du Conseil national de développement durable. Elle va mieux nous expliquer cette nouvelle vision des autorités du Burkina sur les défis environnementaux. Bonsoir Madame Compaoré. Bonsoir Madame Kido. Bienvenue à Mousso News. Merci et merci de me recevoir sur ce plateau. Je vous en prie, on voudrait bien que vous vous présentez beaucoup plus largement. D'accord, alors je suis Mominata Compaoré. Je suis experte en droit et politique de l'environnement et du climat, chargée de programme changement climatique et par ailleurs autorité nationale désignée de l'article 6.4 sur les marchés du carbone. Et je suis en service au ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement, particulièrement au secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable, SPCNDD. Okay. Des postes beaucoup plus techniques pour les profanes de l'environnement. Oui, tout à fait. L'article 6, oui, l'autorité de l'article 6, vous avez dit. Oui, dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 6 de l'accord de Paris sur les marchés carbone, les pays désignent des représentants, des correspondants avec le secrétariat de la Convention qu'ils appellent autorité nationale désignée. D'accord. Et quel est votre rôle? C'est surtout un rôle de liaison, participer aux négociations et à tous les mouvements qui se passent au niveau international en termes de marché carbone et s'assurer en tout cas de la mise en œuvre efficiente de cette thématique-là au niveau national et répondre bien sûr de ce qu'il en est pour la thématique. Okay. La stratégie à faible émission de carbone, puisqu'on parle justement de carbone, c'est quoi exactement? Alors, la stratégie, c'est une vision qui a été partagée au niveau international, mais c'est surtout une approche qui vise à revoir nos modes de consommation et de production pour pouvoir lutter contre les changements climatiques en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre, particulièrement le dioxyde de carbone. Okay, mais puisque souvent quand on parle de carbone, dioxyde de carbone, émission à effet de serre, je pense que depuis qu'on était à l'école primaire ou secondaire, on nous parle de ça. Est-ce que ce sont des choses visibles, palpables? Des choses non, mais leur impact oui. Ce sont des gaz voilà, qui sont émis suite à nos activités humaines. C'est d'ailleurs ces gaz-là qui sont incriminés par la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et ces gaz-là sont responsables en fait de la destruction de la couche d'ozone.
Et vous savez bien à quel point cette couche d'ozone-là nous aide à maintenir un climat adéquat sur Terre. Et plus elle est détruite, plus les rayons UV arrivent plus directement. Et même le rejet de tout ce qu'il y a a beaucoup plus d'impact au niveau de la planète et sur les hommes. Sur la santé des hommes. Mais quelle est la différence entre émission à effet de serre, je pense si je m'exprime bien, et carbone de gaz? Ou bien c'est la même chose? Le gaz carbonique, c'est un gaz à effet de serre. Ok. Et si on veut prendre un exemple, c'est un gaz qu'on émet lors de certaines activités. Par exemple, dans l'agriculture, à travers l'utilisation de certains produits, dans l'élevage, voilà, et ça c'est plus le méthane qui est plus produit par les animaux, voilà, donc c'est plutôt un gaz, et l'émission c'est ce que c'est voilà, le fait que ce gaz-là résulte d'une activité. Mais ce n'est pas seulement le gaz carbonique, il y a d'autres gaz. Il y a le méthane, comme je le disais, il y a le protoxyde, qui est le protoxyde d'azote, il y a les autres gaz comme les HFC, IFC, voilà, il y a beaucoup de gaz. D'accord. Et cette nouvelle stratégie, nouvelle vision 2050 de développement à faible émission de carbone et résilient au climat, ça répond à quels défis environnementaux au Burkina ici? Pas seulement qu'au Burkina, même partout à l'international et dans tous les pays qui sont un peu lancés dans ça. Ça a été plutôt même demandé à beaucoup aux pays en développement de pouvoir faire mettre en œuvre cette stratégie. Ça répond tout d'abord à des défis en matière de changement climatique, en lien avec le réchauffement global, le dérèglement des précipitations, les risques climatiques. Voilà, ça répond également à la perte de la biodiversité et tout. Au-delà des défis en matière de changement climatique, ça répond à d'autres défis tels que la pollution de l'air, la gestion des déchets. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, quel est l'état des lieux du changement climatique au Burkina? Alors, état des lieux en tant que tel, je ne dirais pas ça, mais peut-être l'impact des changements climatiques au Burkina, qui sont un peu vécus comme partout ailleurs, mais bon, chacun connaît aussi son contexte national. Et ces impacts-là ont trait notamment à la hausse des températures. Oui. Voilà, et je pense que vous le savez, ces dernières années, nous avons subi vraiment des cas de forte chaleur extrême même. Et il y a également des cas de dérèglement en fait des précipitations, la variabilité des précipitations, avec les débuts tardifs des saisons de pluie et partant l'installation même de campagnes agricoles qui impactent bien sûr sur les secteurs de développement, la sécurité alimentaire et tout ça. Il y a également des impacts en termes de réduction des ressources en eau, avec les différentes pénuries d'eau que nous vivons sans cesse. Et nous, personnellement, en tant que population, mais également nos activités, parce que nous avons besoin d'eau dans toutes les activités, l'agriculture, l'élevage, même au niveau de l'industrie, on a besoin d'eau partout et nous sommes dans la rareté de cette ressource-là. Et il y a également l'augmentation des risques climatiques, tels que les sécheresses, les inondations, et qui ont bien sûr des répercussions très importantes sur la population et sur les écosystèmes. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression, comme le profane ou le kidam, que quand on parle de ces problématiques liées à l'environnement, c'est comme si ce n'est pas une priorité en fait. C'est l'impression que beaucoup ont. Malgré le fait qu'on constate ce changement climatique, les canicules, la déforestation, on a comme l'impression que ce n'est pas une priorité. Je pense que depuis quelques années maintenant, le ministère en charge de l'environnement est en train de travailler à renforcer la communication sur les actions qu'elle mène, sur tout ce qu'elle met en place en termes
d'outils de planification pour faire face aux objectifs ou défis climatiques et partant en tout cas de la conservation de l'environnement et des ressources. Ça peut être pour certaines personnes comme si c'était juste des reboisements peut-être qu'on fait, alors que ça va au-delà de cela. Parce que à une position un peu même stratégique, nous nous assurons de la prise en compte de toutes ces questions-là dans la planification au niveau des différents sectoriels avec lesquels nous travaillons et de voir également comment est-ce qu'on peut renforcer les capacités à ce qu'on puisse prendre en compte ces questions, voir comment on peut les évaluer leurs effets sur la population et les écosystèmes pour pouvoir orienter les décideurs. C'est une priorité en tout cas à ce jour pour nous et beaucoup l'ont compris avec nous. Mais nous sommes en train de travailler au fur et à mesure à renforcer vraiment la campagne de communication afin que les gens comprennent qu'il y a du travail qui se fait. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées par les autorités. Il y a une vision qui est partagée. Parlant de gestion des déchets, je pense que beaucoup aussi ne savent pas que c'est un peu lié à l'environnement. En quoi est-ce que cette gestion des déchets-là a un impact sur notre quotidien? Déjà, ce que nous produisons et que nous n'arrivons pas à gérer pour ce qui concerne les déchets est très compliqué. Nous avons le centre d'enfouissement technique, mais c'est une forme de gestion, mais qui à la longue aussi a des impacts. Donc la gestion des déchets va de là à la valorisation et à la transformation et à même la création d'emplois verts. Et je pense quand même qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui sont là-dedans. Il y en a qui participent avec nous souvent aux rencontres au niveau international dans le but de rencontrer des partenaires, d'acquérir de nouvelles technologies en matière en tout cas de gestion des déchets. Pour transformer les déchets. Oui, pour transformer les déchets. Et dans cette nouvelle vision, et en quoi est-ce que le rôle de la femme et des jeunes est important pour qu'on puisse atteindre les résultats recherchés? Alors, on a coutume de dire que le changement climatique a un visage féminin parce que si on prend même au niveau rural, c'est les femmes qui subissent le plus les effets de ces changements climatiques avec la rareté des ressources. Elles sont obligées d'aller de plus en plus loin, elles qui prennent soin de la famille, et qui sont obligées de trouver de quoi nourrir et soigner, voilà, d'avoir des activités génératrices de revenus pour pouvoir pallier au manque de ressources. Alors, oui, elles sont ce premier visage, ces premiers acteurs à mettre en exergue et leur rôle est vraiment très important pour les actions qu'elles peuvent mener, et pour les connaissances, les savoirs et savoir-faire locaux qu'elles ont pour pouvoir conserver les ressources qu'elles ont depuis toujours. Mais concrètement, quelles peuvent être des activités qu'elles peuvent mener ou réfléchir en fait pour être des actrices vraiment de protection de l'environnement? Il y a la mise en place de jardins nutritifs que beaucoup d'associations de femmes font. Et il y a des techniques de cueillette voilà, sur lesquelles souvent on les forme et qu'elles-mêmes elles savent pour pouvoir maintenir en tout cas la régénération naturelle de la ressource afin qu'elles puissent continuer à produire. Il y a des emplois verts qu'elles peuvent en tout cas mener, qu'elles font. Vous verrez les femmes qui font la transformation des sachets plastiques, la valorisation, voilà, c'est elles qu'on voit à ces niveaux-là. Et il y a beaucoup d'activités, en tout cas, que les femmes mènent, qu'elles peuvent mener, et partant aussi des questions de plaidoyer et même des solutions innovantes. Voilà, par exemple, j'ai vu des femmes ressortir en fait du matériel traditionnel qu'elles avaient pour pouvoir cuisiner et réduire l'utilisation du bois énergie, maintenir en tout cas une certaine température de la nourriture et même de l'eau pour la toilette et tout, voilà. Et on sait que toute initiative est parfois sans difficulté. Est-ce que déjà, dans la mise en œuvre de la nouvelle vision-là, on constate des difficultés? Alors,
pas qu'on constate dans la mise en œuvre, mais que nous prévoyons. Voilà, parce que les difficultés ne sont pas moindres et atteindre un tel objectif, voilà, un développement à faible émission de carbone, ça amène beaucoup de sacrifices, ça demande beaucoup de choses, notamment des financements. Parce qu'il faut beaucoup de financement pour pouvoir mettre les mesures et actions qu'on a prises dans cette stratégie-là que nous avons inclus dans la stratégie. Il faut qu'on puisse les mettre en œuvre. Il faut qu'on puisse acquérir des technologies parce qu'il y a des projets propres et il faut un transfert de technologies propres pour pouvoir mettre en œuvre. Mais le plus grand défi, c'est vraiment le changement transformationnel. Individuel et même collectif. Parce que cette stratégie-là, c'est que nous arrivons à repenser nos modes de consommation et de production. Ça amène un travail sur nous-mêmes, ça amène des sacrifices. C'est peut-être pas nous qui allons en bénéficier, mais les générations à venir. Et quand on sait que ce dont nous bénéficions aujourd'hui, il y a des gens qui ont souffert pour mettre ça en place, il faut forcément que chacun puisse en tout cas y mettre du sien, qu'il y ait un engagement réel de toutes les parties prenantes. Et ça déjà, c'est des difficultés à prévoir parce qu'il peut y avoir des réticences, des difficultés. Tout changement est difficile. Oui, ça c'est vrai. Mais déjà, comme on l'a dit dans l'introduction, les nouvelles autorités sont vraiment soucieuses. Est-ce qu'il y a déjà des actions concrètes dans la nouvelle vision-là? Actions concrètes, je dirais, même au-delà de la vision 2050 à faible émission de carbone, il y a beaucoup de documents que nous élaborons au niveau national pour contribuer en tout cas à l'objectif mondial de réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment à travers nos contributions déterminées au niveau national. Nous avons élaboré l'année dernière ou plutôt actualisé même je dirais, notre plan national d'adaptation qui montre en fait la volonté politique de partir de la vulnérabilité des secteurs et des populations pour pouvoir atteindre un niveau de résilience. Donc, beaucoup de travail beaucoup est fait à ce niveau-là. Et la stratégie bas carbone a été adoptée aussi il n'y a pas longtemps. Et elle se base beaucoup sur les sectoriels, beaucoup sur la CDN dont j'ai fait cas tout à l'heure et sur le plan national d'adaptation, le PNA, voilà, qui, eux tous, avec leur mise en œuvre, contribueront avec toutes les actions qui sont dans la stratégie à pouvoir atteindre en tout cas le développement durable et inclusif que nous cherchons. Inclusif, justement, on sait que notre pays traverse une situation sécuritaire assez triste, même si nous sommes en train de prendre les devants. Est-ce qu'il arrive que la stratégie ou vos actions atteignent des zones inaccessibles? Alors, et déjà, il y a des gens là-bas, il y a des représentants administratifs et des populations, et nous travaillons au mieux que nous pouvons. Et c'est une bataille que nous allons gagner. Donc, au fur et à mesure que le combat se mène, nous aussi, nous sommes sur le terrain pour voir les impacts qui seront laissés peut-être sur l'environnement et comment est-ce qu'on pourra planifier en tout cas le maintien ou en tout cas la restauration de ces écosystèmes-là et également vraiment la résilience des populations qui sont au centre de toutes les stratégies et toute la planification qu'il y a vraiment au niveau de l'État et de la volonté vraiment de nouvelles autorités. D'accord. Dernière question. Et à court terme, quelles sont les perspectives en termes d'activité? Par exemple, au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre, qu'est-ce que la SPCNDH prévoit dans le sens de cette nouvelle vision? Alors, c'est déjà communiqué, comme ce que nous sommes en train de faire, pour que les uns et les autres s'approprient cette stratégie-là et comprennent la vision à laquelle le ministère de l'Environnement, et même au-delà, parce que cette stratégie-là, elle est inclusive, elle prend en compte toutes les structures qui, en tout cas, sont impactées d'une façon ou d'une autre, ou qui contribueront d'une façon ou d'une autre à sa réalisation. Voilà, donc qu'on aille déjà vers toutes les composantes, toutes les couches,
et que chacun puisse déjà s'engager à contribuer à la réalisation de cette stratégie-là. Et les femmes, les jeunes, voilà, qui déjà même sont vraiment en exergue, à travers vraiment les mobilisations de financement qu'ils peuvent faire, à travers les plaidoyers, puisque c'est eux qui arrivent souvent à mettre un peu de pression sur les gouvernants et les politiques. Ça, c'est vraiment les actions à court terme. À long terme, c'est vraiment mobiliser des financements pour pouvoir mettre en œuvre les actions qui sont vraiment ciblées dans la stratégie. Merci beaucoup, Madame Moumina. En tout cas, on a beaucoup appris. Moi, particulièrement, je ne connaissais pas cette nouvelle stratégie-là, nouvelle vision 2050. J'ai fait des recherches là-dessus et j'ai vraiment été édifiée. Et comme les actions à court terme, c'est la communication, n'hésitez pas. En tout cas, on est là pour donner plus de visibilité et d'amplifier vos activités. Donc, merci de nous avoir vraiment éclaircis sur ce nouveau document. Avec plaisir. Et Musoka Entrepreneuriat, c'est une émission qui a toujours deux phases. Donc, on a une entrepreneur dans l'agroécologique. Donc, dans le même sens que votre projet, on va discuter tout de suite avec elle et on espère qu'elle aura des questions pour vous et que vous allez aussi l'éclaircir. Donc, on revient tout de suite après la pub. Le gouvernement du Burkina Faso, avec le soutien technique et financier de l'AFD et de GGGI, a entamé en 2021 des réflexions pour l'élaboration de sa stratégie bas carbone sur le long terme. Ceci a abouti à sa validation en 2022. La stratégie bas carbone sur le long terme est un outil de développement économique, écologique et social à travers la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'implémentation de cette stratégie au Burkina Faso nécessite l'implication de tout un chacun. Pour les générations futures, protégeons notre environnement. C'est l'émission Musoka Entrepreneuriat spécial et dans cette deuxième partie, nous avons avec nous Rabi. On l'appelle affectueusement Rabi, sinon c'est Rabiatou Savadogo, la femme de M. Nassa Idrissa. Mais on va savoir qui elle est ce soir. Bonsoir Rabi. Bonsoir Madame Kibé. Rabiatou Savadogo, si on vous demande de vous présenter aux internautes de Mousso News, qu'est-ce qu'on pourra entendre? Rabiatou Savadogo, je dirais c'est cette fille que tout le monde connaît, celle qui commercialise les feuilles comestibles et les arbres. Et sur Facebook, tout le monde me connaît par le nom de Madame Idrissa Nassa. Le mariage là a eu lieu quand? On n'a pas été invité. Hein? On a fait ça entre nous. Vous serez invité pour la réception. D'accord. Rabi est étudiante en marketing et gestion commerciale. Mais on a comme l'impression que le commerce a pris le dessus. Ça se passe comment entre gérer la vente des feuilles et puis aller à l'école? Et il y a toujours une alternative. Hein. Comme je fais le marketing, il y a le commercial dedans. Donc, je mets plus ce que j'apprends en théorie sur le terrain. Donc, il n'y a pas de sujet qui empiète mon activité commerciale qu'à l'école. Je trouve toujours des créneaux
parce que ce sont les week-ends que je favorise plus les activités d'aménagement et de vente. Et en semaine, tu partais à l'école, d'accord. Et depuis 2021, très active, comme vous l'avez dit, sur les réseaux sociaux pour promouvoir l'activité de vente de feuilles fraîches. Est-ce que c'est toujours la même ferveur? Est-ce que c'est la rabie qui inondait les réseaux sociaux? Bon, c'est la même ferveur, hein. Mais maintenant, c'est plus le dessus sur les plantes que les feuilles. Mais pourquoi? Bon, je dirais que la passion pour les plantes a pris le dessus sur la production des feuilles. Ok, parce que les plantes là aussi, ça donne plus d'argent que les feuilles. Non, là-bas, je fais une sensibilisation plus pour amener les gens à s'intéresser aux plantes. Et parce que ça a une grande importance sur notre environnement, notre milieu de vie, parce qu'on fait face à des changements climatiques pas possibles. Donc, mon objectif derrière la vente là, c'est plus promouvoir les plantes, parce qu'il y a des plantes bénéfiques, et puis enlever la mentalité des gens qui pensent que non, les plantes c'est uniquement ceux qui ont le ventre plein qui s'intéressent aux plantes. Et pourtant non, si celui qui a le ventre plein de plantes, le bénéfice qu'il a fait là, pour toi là, pour lui, c'est pour tout le monde. Voilà, donc c'est un peu ça pour le changement de mentalité et puis contribuer à la protection de l'environnement. Et c'est quel type de plante qui est beaucoup plus mis en exergue? Est-ce que c'est les plantes médicinales, ornementales ou alimentaires? Tout est mis parce qu'il y a plusieurs cibles qui s'intéressent. Il y a d'autres qui s'intéressent plus aux plantes médicinales, d'autres aux plantes décoratives, d'autres les plantes ombragées ou bien fruitières qu'on peut mettre à la maison. La demande est forte? Actuellement, la demande est forte. Des gens qui veulent seulement mettre à la maison ou bien dans les champs? Dans leur champ, ça c'est pour ceux qui ont des grands espaces et qui veulent faire peut-être des vergers. Eux, ils sont là. Il y a également ceux qui veulent la décoration, les nouvelles constructions qui veulent aménager leur jardin, avoir un espace vert chez eux. Et il y a ceux-là aussi qui payent pour offrir. On paye pour offrir à des anniversaires, des mariages, parce que j'avais fait ça aussi, une publicité sur pourquoi ne pas offrir des plantes lors des mariages qui vont réunir les deux quand ils vont les arroser, ou bien lors d'un baptême. Ça va également pousser l'enfant à savoir que non, la plante a été plantée lors de son accouchement, lors de son baptême. C'est intéressant, hein? Les gens ont adhéré? Ouais, les gens ont adhéré. Mais actuellement, comme je ne communique pas plus encore sur ça, mais ceux qui voient la publication continuent d'adhérer sur ça. D'accord. Et de 2021 à 2025, on va dire, qu'est-ce qui a véritablement changé dans votre parcours entrepreneurial? Je dirais beaucoup. Il y a eu un grand changement parce que actuellement, on m'appelle sur recommandation. D'autres même m'appellent pour me dire on a vu une personne qui passait, c'était toi. Non, j'ai envoyé ton numéro à telle personne. Et puis, le regard que les gens avaient au début, quand je commençais pour la vente, on dit non, tu es étudiante et puis tu es en train de faire le commerce des plantes, le commerce des feuilles. Est-ce que tu vas pas aller chercher un travail au bureau? Donc, avec le travail acharné, la mentalité des gens a changé. On dit que non, il n'y a pas de saut métier au fait. Il faut activer ton métier, tu te mets à fond, tu persévères. Et après, ce sont les gens même qui vont te respecter dans ce que tu fais. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit tout de suite, tu es beaucoup plus dans les plantes décoratives, ainsi de suite. Et quelle est la plus-value en fait? La plus-value, c'est que quand les clients s'approchent, je sais pas, c'est mon astuce à moi. Donc, j'essaie de donner le nom de la plante, le nom scientifique, le mot d'utilisation, qu'est-ce que la plante fait sur le plan spirituel ou bien médicinal, je donne les caractéristiques de la plante et quelques astuces à suivre. D'accord. Et là, maintenant, je fais un suivi. C'est ça, le suivi client, parce que c'est la base pour garder la clientèle. Donc, je fais un suivi régulièrement pour voir comment évolue la plante. Est-ce qu'il y a telle anomalie? Est-ce qu'il rencontre des problèmes avec la plante et tout? Et s'il y a des retours positifs, voilà. C'est ça qui est mon plus-value.
D'accord, on va faire un petit exercice. Ok. Comme tu l'as dit tout de suite pour garder la clientèle, il y a une plante, moi, qui me fait tout le temps un peu bizarre. On l'appelle la langue de la belle-mère. Pourquoi? Je ne sais pas. La plante de Sansevieria ou la langue de la belle. Voilà. Par exemple, si je veux cette plante, quels seront les conseils à me donner? D'accord. Donc, vous venez chercher la plante. Je vous donne la plante. La plante, on l'appelle la Sansevieria ou bien la langue de la belle-mère. Et c'est une plante d'intérieur. C'est une plante qu'on ne doit pas mettre carrément au soleil parce que c'est une plante qui est ombragée et puis ensoleillée. Donc, il faut mettre dans un milieu pas trop ensoleillé. Et si on sort la plante directement de la pépinière, vous venez la chercher au jardin. Quand vous allez planter, il ne faut pas planter sous le soleil. D'accord. Donc, on le met dans le pot, ou bien si vous avez un espace à la maison que vous voulez mettre, on le met là-bas directement, mais pas trop ensoleillé et ne pas planter la plante là sous le soleil. Sous le soleil. Et ça a quelle vertu quand c'est à l'intérieur de la maison? Quand c'est à l'intérieur, ça absorbe les ondes négatives. Donc, tout ce qui est négatif. Et puis également, on peut les planter à côté de la porte, à l'entrée de la maison. Parce que une personne avec des ondes négatives ou une personne qui avait des intentions négatives rentre, la plante qui est déjà là, c'est spirituel, ça capte déjà les ondes négatives et donc ça réduit les risques. D'accord. Donc, on va venir prendre. Les internautes de Moussonouz, là, prenez la langue de la belle, la langue de la belle-mère. Mais pourquoi on dit langue de la belle-mère? La plante même de nature, même quand on regarde, ça veut ressembler, vous savez pas. Ok. Donc, c'est un peu ça. Sinon, il n'y a pas une histoire carrément derrière la langue de la belle-mère. Pas une histoire négative, en fait. Non, non. D'accord. Et est-ce que Rabi a pu réaliser son rêve d'acquérir un terrain et de pouvoir faire sa culture? Je dirais oui, non. Parce que le terrain que j'ai acquis n'était pas... je veux dire quoi, ça ne comblait pas ma vision là, quoi. Le terrain était petit par rapport à ma vision. Parce que moi, mon terrain que je veux là, c'est pour que dans 10 ans, on vienne dire que oui, Rabi a vraiment bataillé. Et son champ, même le président va venir visiter mon champ pour voir que le travail qu'elle a battu de 2021 jusqu'à là, c'est un travail qu'on doit honorer et puis respecter. Sinon, mon terrain est là, mais la vision est encore loin. Bon, on a Madame Compaoré qui est là. Tu auras l'occasion de lui poser la question de comment Rabi, dans 5 ans, va recevoir le président du PASO pour lui montrer tous les merveilles de l'environnement. Et avec tout ce que tu fais, on peut dire que tu es dans la promotion de l'agroécologique. Est-ce que, en tant que jeune, quand tu regardes de loin, est-ce que c'est vraiment une voie d'avenir pour nos territoires, pour notre écosystème? Oui, je dis c'est une voie d'avenir pour les territoires parce qu'en agroécologie, la main-d'œuvre est fortement demandée. Donc, il y a une création de revenus et puis il y a la promotion, parce que c'est écologique, il y a la promotion des intrants naturels. Donc, on va faire la promotion de la valorisation des déchets qui va consister au compostage. Et puis, il y a les femmes qui vont apporter leurs connaissances traditionnelles pour le compostage. Et puis, avec les déchets là, on peut faire du biogaz également. Et aussi, ça permet l'autonomisation des paysans. Et on ne peut pas dire une suffisance alimentaire, mais les gens arrivent à produire et à consommer également. Parce qu'on produit maintenant ce que la communauté demande. Donc, quand on produit ça, pour la revendre, c'est plus facile. Oui, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire, qu'on peut exploiter dans l'agroécologie. Mais face aux défis climatiques et la dégradation des sols, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'agroécologie, là, ça s'impose comme une alternative durable et résiliente, surtout en phase avec la nouvelle vision des autorités? Est-ce que c'est une alternative aujourd'hui pour les jeunes de façon résiliente et durable? Et comment surtout? C'est vrai que toi, tu vas aux ailes, tu vas les arbres. Je dirais oui. Parce que la nouvelle vision, en agroécologie, il y a plusieurs cultures
qu'on peut associer, la polyculture. On peut faire la production maraîchère et également la production des arbres. La polyculture, c'est quoi? Mélanger plusieurs cultures. On peut faire la production du piment, la production du chou, la production de la salade. Sur le même espace. Genre, si on a un terrain d'un hectare, oui. on peut tout faire là-dessus, en fait. Oui, et puis il faut alterner parce que si on fait la salade sur cette planche-là, après la récolte, on remet plus la salade sur cette même planche. On alterne. Et là même, ça protège le sol, donc pour la dégradation et tout. Et ça nourrit encore le sol parce que ce n'est pas la même production qui a été faite et les mêmes produits qu'on a mis. Mais ces informations-là, c'est entre vous qui êtes dans l'agroécologie, l'agriculture, ou bien c'est souvent accessible à tout le monde? C'est accessible à tout le monde. Souvent, vous pouvez taper sur le net pour voir les cultures alternées, les cultures qu'on peut faire ensemble. Là même, c'est plus facile. Vous voyez, un exemple qu'on montre, on peut faire la papaye sur le terrain et en bas de la papaye, on produit du piment. Wow. Ou bien on fait le maïs et en bas du maïs, on fait la pastèque. D'accord. C'est vraiment du 1 en 2 ou du 3 en 1 ou du 2 en 1? En tout cas, ça, on peut les alterner et puis ça protège également le sol et tout. Mais sur le petit terrain que tu as eu là, tu fais ça déjà ou bien? Là, je faisais la production d'amarante. La production d'amarante. Mais il y a eu les aléas climatiques, il y a la pluie qui est venue. Donc, comme j'étais en bordure de barrage, actuellement, je ne peux plus produire. D'accord. Et le projet Nouvelle Vision 2050 du gouvernement burkinabé pour lutter contre le carbone, Madame Compaoré l'a bien détaillé tout de suite. Quelle est ton appréciation sur ce projet? Ce projet, il est ambitieux et très intéressant. Et parce que ce projet rentre dans le cadre de la déforestation. Et récemment, le samedi, on a eu la plantation initiée par le gouvernement. Dans ce projet-là, il y a une ceinture, un arbre et 1 million d'arbres. Et aussi, les jeunes peuvent mener des campagnes de sensibilisation au niveau des universités, des écoles, pour parler de l'impact que les élèves peuvent apporter au changement pour la nouvelle vision. Il y a les femmes également qui vont apporter leurs connaissances sur les productions et comment avoir ces semences, parce qu'ils font ça traditionnellement. Et quand vous voyez comment elles font, je vous dirais que non, elles ont du talent, mais c'est la valorisation qu'on doit faire. Voilà. Et puis, avec la vision, il y a la centrale nucléaire de Zagtouli, donc il y a la promotion du soleil. Il y a également aussi les reboisements que j'ai dit tantôt. Voilà. Donc tout ça, je vois que la vision, il faut que tout le monde adhère à la vision. Les hommes, les jeunes, les femmes, on ne doit pas être que des bénéficiaires. On doit être des acteurs clés dans la mobilisation et puis à l'atteinte des objectifs. Madame Compaoré est là. Rabi a certainement des questions, surtout qu'on voit que les ambitions sont grandes, il y a beaucoup de perspectives. Comment est-ce que la nouvelle vision peut accompagner individuellement Rabi? Je ne sais pas si il y a des questions à poser à Madame Compaoré. Ok. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que on voit que les jeunes ont des idées, des créations, et au niveau du start-up climatique, entrepreneuriat climatique, ils peuvent développer des applications qui peuvent suivre l'agriculture pour voir l'état de carbone émis. Est-ce qu'il y a des financements qui peuvent accompagner ces jeunes-là pour la réalisation des projets? Alors, des financements déjà au niveau étatique, ça va être un peu difficile, mais ce sont des actions qui sont menées un peu au niveau des universitaires aussi, pour pouvoir évaluer les différentes émissions de carbone. Mais il y a des financements qui existent, voilà, au niveau international, que nous travaillons à mobiliser, et on essaye d'inclure le plus possible les associations, les mouvements de jeunes,
lors de la mise en œuvre des différentes actions pour qu'ils soient et acteurs et bénéficiaires, en tout cas des différents projets, pour que ça puisse les toucher et pour qu'ils contribuent vraiment à nos côtés aussi à l'atteinte des objectifs de développement durable que le pays s'est fixé. Ok. Mais par rapport au terrain, pour être, je ne sais pas, jeune fille modèle ou start-up modèle, je ne sais pas. Par rapport au terrain, je dirais, ça sera comme un exemple, un modèle où on suit, voilà, elle se lance, elle fait la production écologique et là maintenant le ministère vient voir une visite et maintenant si le terrain, la production rentre dans le cadre de la vision, comment vous faites pour mettre en lumière l'activité que la personne fait et comment vous faites pour inviter d'autres personnes à adopter ce pas et comment vous faites pour soutenir l'activité. En fait, je pense que... Je pense que j'ai un petit peu compris, pas exactement comme ça a été dit, mais déjà félicitations pour tout ce que vous faites parce que c'est vraiment très bien en tant que jeune. Merci. Avec la vision que vous avez, ça va nécessairement contribuer en tout cas au développement de notre pays. C'est ce que nous tous nous souhaitons. Donc, et les nouvelles autorités sont dans cette dynamique. Hein. Voilà. Même s'il n'y a pas forcément d'action, d'encouragement à ces niveaux-là, c'est bien de le noter et de reporter vraiment l'information afin qu'on sache que vous êtes un exemple, vous êtes un cas qui peut être démultiplié, qui peut servir d'exemple pour d'autres jeunes et qu'on peut surtout travailler à mettre en lumière sur toutes les actions que vous menez et voir dans quelle mesure on peut vous accompagner, voilà, à travers peut-être la mise en œuvre des différents projets qu'il y a, voilà, quel plaidoyer nous pouvons faire auprès des partenaires. Je dis ça juste comme ça. Voilà, pour... il y a beaucoup de choses qui me passent par la tête parce que c'est vraiment quelque chose de louable à encourager et même à porter ailleurs. Hein. Vous avez vu le papa regretté qui a fait ces techniques, en tout cas, de conservation du sol et tout, voilà, qui a pu avoir toute cette forêt-là, qui a été mis en lumière vraiment au niveau international. C'est des cas comme ça qu'il faut qu'on mette en lumière. Et je pense que la dynamique dans laquelle les nouvelles autorités sont, dès qu'on est au courant et qu'on porte l'information, c'est sûr qu'il y aura quelque chose qui sera fait comme action. En tout cas, bravo, félicitations, vraiment continuez dans la dynamique et faites passer le message également autour de vous pour que chacun s'implique aussi. Mais est-ce qu'il peut y avoir au sein de SP, CNDD, des activités où des jeunes peuvent être impliqués, des jeunes comme Rabi, qu'on appelle individuellement, les inviter par exemple à des ateliers, des formations, des formations de renforcement des capacités, surtout dans le cadre de la stratégie, la nouvelle vision. Oui, c'est tout à fait possible. Nous travaillons beaucoup avec les mouvements, les associations, mais il y a des personnes ressources aussi avec qui nous travaillons. Et il y en a qui viennent vers nous, qui disent qu'ils veulent qu'on les prenne en compte dans nos différentes activités. Donc, on essaye de les mettre dans notre base de données. Voilà, au cas où il y a quelque chose, des actions qu'on peut porter à leur niveau et des renforcements de capacités qu'on peut faire ou des outils qu'on peut mettre à leur disposition qui peuvent les aider en tout cas dans leurs actions au quotidien. On le fait et on est vraiment disponible et très ouvert. Voilà, elle peut nous approcher à tout moment. Voilà, nous, on est à la disposition au service du public. D'accord, donc Rabi, après l'émission, il faudrait prendre le contact de Madame Compaoré. C'est ça. Pour après lui faire signe, pour participer à la mise en œuvre de cette nouvelle vision-là. Et on espère que d'autres jeunes, en tout cas que l'on soit jeunes, surtout jeunes femmes, jeunes hommes qui suivent cette émission, c'est de rentrer en contact avec le SP, CNDD, donc le secrétariat permanent du Conseil national du développement durable, pour déjà connaître la structure et puis
voir dans quelle mesure on peut participer à leurs activités et accompagner cette nouvelle vision des nouvelles autorités de notre cher pays. Et c'est la fin de cette émission spéciale Musoka Entrepreneuriat. Nous étions avec Madame Compaoré et Mademoiselle Rabiatou. Ah, attends. Madame Idrissa Nassa. Madame Idrissa Nassa, Rabiatou Savadogo. Merci à vous de nous avoir fait honneur. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt pour une autre émission spéciale. Et restez surtout sur Mousso News, le média leader qui amplifie la voix des femmes.